Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans Roue libre, l'émission, que vous adorez bien sûr pendant le Tour de France tous les soirs à 19h. Il y a pas Joseph ce soir. J'espère que vous allez pas trop être déçus, mais nous avec Paul, on est content d'être là. On va discuter ensemble pendant 1 heure du Tour. Ah, Robin? Robin, on a perdu Robin. On a perdu Robin, on a perdu Robin directement. Voilà. Je suis tout seul, visiblement. Écoutez, bah, Robin va revenir, hein. Il a eu un petit souci, il a eu un petit souci technique. Alors là, c'est dur. Là, j'ai l'impression d'être Phil Baos aujourd'hui, parti avec un beau collectif et un beau peloton autour de moi. Je me retrouve, tout seul, façon, sprinter dans une étape de montagne devant la voiture balai. Comme vous le voyez, Robin avait commencé à le dire, Joseph n'est pas là. Joseph aide ses parents à emménager. Alors on avait fait le déménagement nous, tous les 2 ce week-end. Joseph emménage du coup dans leur nouvel appartement, donc il n'a pas pu suivre l'étape cet après-midi, il n'aurait pas pu être à l'heure, il était à la bourre, donc il s'en excuse, mais on le retrouvera, dès demain, matin, chez Wina et demain soir, vous inquiétez pas. Alors que Robin est de retour, normalement. Robin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as laissé tout seul, un peu façon, Phil Baos aujourd'hui. Le chat était vraiment très inquiet. Non mais c'est fou, pendant quasi tout le Tour de France, j'ai aucun problème technique, jamais une déconnexion. Et là, le jour où je dois remplacer Joseph et faire, une petite intro, ça me lâche. Donc, voilà, petite fringale, mais je suis bien là et je disais, j'étais en train de faire une belle image. En plus, j'étais en train de dire que l'étape reine a couronné définitivement Jonas Vingegaard. Ah bravo, l'étape reine a couronné le roi. Exactement et du coup, tu veux que je reprenne, mon rôle? Ah J'explique un peu bah, ce dont on va parler aujourd'hui? ouais, j'ai pas commencé. J'étais en train d'expliquer OK. un peu et de faire quelques boutades avec le chat, en attendant que tu reviennes. T'as bien fait. Donc évidemment, on va suivre le programme habituel, même si Joseph est pas là. Dans le débrief, on parlera de cette étape folle pour les échappés avec la victoire de Félix Gall, de pas grand-chose devant Simon Yates. Et évidemment, on parlera de l'info de la journée, la grosse défaillance de Tadej Pogacar. Il y a encore, 24 heures, un peu plus de 24 heures, allez, à 16 heures hier, il y avait encore, 10 secondes d'écart entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Aujourd'hui, au classement général, Pogacar est toujours deuxième, mais il est à 7 minutes 35 de Jonas Vingegaard qui a fait une belle étape, mais qui n'a pas été non plus exceptionnel, Jonas Vingegaard, contrairement à hier. En revanche, Tadej Pogacar, lui, on en parlera tout à l'heure, mais il a eu une grosse défaillance. Il perd du coup plus de 6 minutes aujourd'hui, quasiment 6 minutes aujourd'hui. Évidemment, on parlera ensuite de l'étape de demain, le retour des sprinteurs. Avec peut-être la 5e victoire de Jasper Philipsen. Et dans la dernière partie de l'émission, il y aura la rétro, vous avez l'habitude. On parlera aujourd'hui de Courchevel, de la première arrivée du Tour de France à Courchevel. C'était en 1997 pour une victoire de Richard Virenque. Ça te plaît, Polo, comme programme? Bah, ça me plaît, écoute, Robin, moi je suis toujours content d'être avec toi. Joseph, ce qu'il faut que je te le dise, hein, vu qu'on est tous les 2, c'est que je suis pas un grand fan de sa personne, dans la vie, et que je suis obligé un peu de faire semblant pendant les émissions, et le fait qu'il soit pas là, bah, c'est quand même un beau bol d'air pour moi, donc je suis content de partager ce petit moment, en amoureux avec toi. Alors certes, aujourd'hui, on n'a pas eu, le scénario ou la bataille, annoncée, ou la bataille, espérée. Il y aura quand même deux trois choses à dire, 2-3 enseignements, à tirer. Déjà, quelques premières aussi conclusions à faire sur ce Tour de France. Mais bon, écoute, en tout cas, on va faire avec, hein. Il y a de belles histoires encore sur cette étape, et puis surtout là, on switch et on va repasser avec les grosses cuisses, dès demain. Donc il y aura quand même des choses à dire sur cette émission, ça va être intéressant. Bien sûr, on va s'en sortir et je vois que vous êtes nombreux. Donc, ça fait plaisir. Même si il y a plus grand suspense pour le maillot jaune de ce Tour de France, on Ouais, va mais il quand y a même des passer belles un bon moment. histoires, Robin. Le Tour Exactement. de France le Tour de France et le cyclisme, ce sont avant tout des belles histoires. Exactement, de toute façon, on va vibrer jusqu'à samedi pour savoir si Thibaut Pinot gagne une étape sur ce Tour de France. On commence, peut-être par Pogacar. C'est le gros truc de la journée. On dira un mot après de Félix Gall, mais démarrons avec, la grosse info et le craquage de Tadej Pogacar. Si tu veux mettre, soit l'étape, soit le général, Polo, comme tu veux, Je vais mettre en visuel. je vais mettre le Heu, général parce que, hélas, pour Pogacar, sur l'étape, il est quand même difficile à trouver. et non pas dans le Heu, top 10, c'est ça que tu veux dire? ouais, pas dans le top 10 notamment, et après ça rentrait plus, sur mon ordinateur, donc il a fallu faire un choix. Mais au moins sur le top 10 du classement général, on le voit bien.
Il termine, 22e de l'étape, Tadej Pogačar, avec, Marc Soler, son coéquipier, qui a essayé de le tirer jusqu'au bout. Il termine, derrière Warren Barguil, Tish Benoot, Michel Kwiatkowski, évidemment, tous les autres favoris qui ont terminé devant. Euh, un gros craquage, on l'a vu à 7 km de l'arrivée dans le col de la Lose. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, en début de journée, pardon, il a eu une petite chute qui a semblé sans gravité, mais on sait que c'est jamais complètement anodin. Il tombe en touchant la roue d'un coureur d'AG2R dans le début de l'étape. Il tombe côté gauche, il saignait un petit peu au niveau du genou et du coude notamment. Et donc, à 7 km de l'arrivée dans le col de la Lose, le peloton était revenu à, on va dire, 2 minutes 33 minutes des échappées. Et là, Tadej Pogačar, maillot grand ouvert, qui craque à 7 bornes du sommet. Quand on connaît les pourcentages, il y avait évidemment la place pour faire de très gros écarts. Et c'est ce qui s'est passé tout simplement, Polo. Est-ce que tu as été surpris, j'imagine, de voir Pogačar lâcher à ce moment-là? On avait quand même parlé d'un potentiel scénario où Tadej Pogačar n'allait pas reprendre tout ce qu'il avait perdu hier, mais pouvait potentiellement prendre un peu de temps et mettre la pression, continuer de mettre un peu de pression sur Vingegaard. Ouais, on en avait parlé hier, Robin, et lui en avait parlé aussi, hein, dès hier soir, en conférence de presse, en disant que, le lendemain, aujourd'hui, du coup, c'était le jour pour tenter des choses. Comme tu l'as dit, cette chute, je pense qu'elle est pas si anodine que ça parce que, mine de rien, tu es quand même sur un fil psychologiquement après ce qui s'est passé hier et ce genre d'événement, ça peut te sortir, d'une course. Je pense qu'aujourd'hui, Pogacar, il craque, à la jambe dans un premier temps, mais je pense que dès qu'il sent que ça va pas, psychologiquement, la lumière se coupe. Tout s'éteint, il y a plus d'électricité, ça ne va plus jusqu'au dernier étage, du côté du Slovène et tout s'arrête. Tout s'arrête d'un coup, les rêves de gagner le Tour de France, de se battre avec Vingegaard jusqu'au bout, là, il comprend tout de suite que c'est terminé. Je dirais pas que je m'y attendais, mais après la blessure, tu as déjà un premier élément et après pendant toute l'étape, tu vois le faciès d'un Pogacar que tu n'as jamais vu comme ça. Regard un peu vide, très, très emprunté, le rythme de pédalage, le style de pédalage pas le même que d'habitude, sans dire que je m'y attendais. Il y avait quelques signes avant-coureurs qui étaient quand même pas rassurants, notamment aussi le fait de voir Maïka partir dans l'échappée. C'est pas Maïka qu'on devait envoyer, pour des opérations grande envergure, c'était plutôt des solaires, hein, qu'on a vu aussi, plutôt des coureurs comme ça. Voilà, les jambes l'ont lâché et après tout a lâché. Ça humanise, ça l'humanise un peu comme au Granon l'année dernière, comme le dit, De Poitranal, De Poitranal, c'est quoi? C'est quel genre de pseudo ça? Écoute, passons. Mais comme au Granon, en plus, c'est même pas lui qui le dit, c'est Zdenek Wout. Donc je dis des bêtises, mais un peu comme ça humanise un peu ce coureur et puis après, bah, derrière forcément pour la Jumbo et pour Vingegaard, il y avait juste à contrôler. Donc surpris, oui, évidemment, surtout, par rapport à ce qu'on attendait et par rapport à ce que, lui espérait de cette étape. Mais finalement, au fil des kilomètres aujourd'hui, pas plus que ça. Je sais pas ce que toi tu en as pensé? Bah, on a vu quand même dès le début d'étape qu'il y avait pas un énorme plan, de la part du AE. On a même si OK, ils envoient Maïka devant, je me suis pas dit, ils envoient Vegard Langen aussi. Bon, je me suis pas dit, «Ah, c'est les grandes hostilités, c'est la grande bagarre, UAE va essayer de renverser le tour aujourd'hui». On assez vite, on a compris que le plan de Pogacar, c'était potentiellement de lâcher Vingegaard sur le col de la Lose en se disant que, bah, si tu arrives à le décrocher sur un col comme ça, s'il a un jour un peu moins bien qu'hier, tu peux faire de gros écarts. Et finalement, c'est lui qui a craqué. Moi, j'ai été très surpris, même si évidemment, tu as la chute qui te fait penser que ça va pas être une journée totalement évidente. Mais j'ai l'impression que il y a un truc en plus aujourd'hui. Je pense pas que ce soit que mental. Alors, il donne pas spécialement d'explication, Pogacar, à l'arrivée. Il dit j'étais pas bien. J'ai senti au pied du col de la Lose que j'étais vidé. J'ai essayé de m'alimenter, mais en gros, c'était mort. Et, et par contre, il y a son ancien directeur sportif chez UAE, Alan Paper, qui était au sein de l'équipe UAE en 2020, notamment quand il gagne le premier de ces deux Tours de France, qui dit que pour lui, il y a un truc bizarre sur Pogacar aujourd'hui, qu'il est pas bien, peut-être malade. Il dit que voilà, son regard, ses expressions, c'est pas habituel. Ça, Et c'est vrai. il parle aussi de son bouton qu'il a, cette espèce de bouton de fièvre. Je ne sais pas si c'en est vraiment un sur la lèvre et qu'on aperçoit depuis quelques jours. Est-ce que ce serait lié? Est-ce que ce serait le stress? Est-ce que ce serait
Un truc qu'il a chopé, est-ce qu'il est malade, Tadej Pogacar? C'est difficile de le savoir, mais ce qui est fou, c'est le grand écart entre, même le niveau d'hier, en fait. Parce que hier, OK, il prend une énorme gifle par Jonas Vingegaard, mais hier, il est encore très, très, très fort, Tadej Pogacar. Il met plus d'une minute à Wout van Aert sur le contre-la-montre. Il Il termine rattrape deuxième Carlos sur le Rodriguez. contre-la-montre. Comment? Ouais, voilà, Il il ra rattrape Carlos Rodriguez qui est parti 2 minutes avant lui. Donc hier, on a encore un Tadej Pogacar qui est exceptionnel, en fait, même s'il se fait gifler par Jonas Vingegaard. Et aujourd'hui, on passe à un Pogacar qui est complètement à la ramasse, qui, a du mal à suivre son propre coéquipier Carlos Soler. Donc là, ça n'a plus rien à voir. On n'est pas sur un Tadej Pogacar qui est en dessous de Jonas Vingegaard, ce qui était OK puisqu'on s'y attendait, il l'était déjà hier. Là, on est sur un Pogacar qui a complètement craqué. Donc, est-ce que en fait, c'est un truc qui couvre depuis quelques jours et qui explose aujourd'hui? Moi, je m'étais déjà posé un peu la question sur l'étape de dimanche à Saint-Gervais où il nous avait fait son petit coup de bluff en laissant partir Adam Yates. Ça m'avait un peu interpellé et puis j'avais trouvé que dans le final, il n'était pas top top, qu'il n'arrivait pas à décrocher Vingard et c'était la première fois depuis un paquet d'étapes qu'il ne le décrochait pas. Donc voilà, je me demande ce qui s'est passé avec Tadej Pogacar. J'ai été surpris qu'il n'y ait pas trop d'explications de sa part à l'arrivée parce que s'il était malade, il aurait pu le dire. Maintenant que tu es à quasiment 8 minutes au général, bon, bah, il n'y a pas de grands enjeux à être transparent sur ça. Donc peut-être qu'il n'est pas malade et que c'est juste autre chose, un coup de chaud ou une mauvaise journée sans jambes. Mais ouais, ça m'a plutôt interpellé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il mange quasiment 6 minutes aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est assez surprenant. Lui disait à la fin que voilà, que les jambes, il avait plus rien au pied de la dernière montée, ouais, bah, là, on est dans la supposition, hein. De toute façon, on va attendre d'en savoir plus. Est-ce que c'est juste une panne de jambe? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu sous-jacent qui traîne depuis quelques jours? On ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, là, bah, le Tour de France, pour le classement général en tout cas, il est, mort et enterré et on peut, déjà, aller jusqu'à jusqu'à Paris en sifflotant pour Jonas Vingegaard. Il y a Joseph qui fait une apparition dans le chat. Il y en a qui font des comparatifs aussi, avec, Remco Evenepoel, et son abandon sur le Giro, covidé. Et il avait gagné le chrono juste avant d'abandonner et certains disent que voilà, ils trouvent des expressions un peu similaires, que le visage de Pogacar, ces derniers jours ressemble à celui de Remco. Il y a Raph qui demande est-ce que Pogacar peut abandonner? Clairement pour moi aujourd'hui, c'est une possibilité. Alors il est encore deuxième. Je pense qu'il va vouloir s'accrocher parce que même si Pogacar n'aime pas terminer deuxième, ça veut pas rien dire une deuxième place sur le Tour. UAE a la possibilité en plus avec Adam Yates qui a pris un bel avantage aujourd'hui de faire potentiellement 2 et 3 à Paris. On va dire qu'il reste juste une étape compliquée, c'est celle de samedi. Donc je pense que Tadej Pogacar va essayer de s'accrocher, mais clairement c'est pas complètement à exclure un abandon, surtout si en fait il est malade et que sa forme va de pire en pire, on va dire. Si son état se dégrade, bah, clairement, ça va devenir une option. Et ce qui est fou, Polo, c'est toutes ces images, la radio qu'on a eue au moment où Pogacar lâche, où il dit c'est fini, je suis mort. L'image aussi de son visage, tout simplement, parce qu'il portait plus de lunettes à ce moment-là. D'ailleurs, c'est souvent dans les moments d'effort intense, Pogacar a plus les lunettes. Maillot grand ouvert, complètement. Finalement, ça rappelait le Granon l'année dernière où il avait déjà ouvert le maillot, alors que c'est vraiment pas dans ses habitudes. C'était des images quand même assez particulières et c'est fou de se dire qu'on est passé d'un tour qui était exceptionnel en termes de suspense à un tour qui n'est pas seulement. On aurait pu juste avoir un tour qui s'est décidé, ok, pour une minute ou deux, mais là, c'est pas dans ces proportions-là. On est à un tour qui, en 24 heures, a perdu tout son suspense, mais à un point qu'on n'a presque jamais vu. Ah oui, il y a 7 minutes 30 entre le premier et le deuxième, Robin. Je ne vais pas essayer de te vendre, un quelconque suspense. Tu as Non, mais je raison. te, je te parle pas de qu'il n'y ait plus de suspense, Oui, mais oui. le grand écart entre ce qu'on avait il y a encore un jour et Ah demi bah, bien et sûr. ce qu'on a aujourd'hui, c'est assez fou d'être dans cette situation. Alors dans des proportions aussi grandes, évidemment que non, mais on le savait bien et on se le disait tous les 3 avec Joseph qu'après ce duo d'étapes, entre le contre-la-montre et la Lose, tu savais qu'il allait y avoir des grands écarts. C'était obligatoire, l'espèce d'idée reçue que les 2 étaient au même niveau, en fait, elle a été maintenue par la Jumbo-Visma, je pense. Peut-être par un excès de frilosité ou par un excès de confiance en sachant qu'ils allaient faire la différence sur ces 2 derniers jours. Mais en fait, on le voit très bien. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la blessure de Pogacar et son manque de préparation. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a fait beaucoup d'efforts depuis le premier week-end, dans le Pays basque, mais le fait est que j'ai l'impression que Jumbo-Visma
à régler, son affaire comme du papier à musique, et qu'elle avait prévu de taper très fort sur ces 2 jours-là, qui sont 2 jours qui convenaient parfaitement à Jonas Vingegaard. Et moi, dans la preview, c'est un peu ce qui me faisait peur pour le Slovène, c'est que cette fin de tour convenait parfaitement, Je te laisse parler une aux seconde, Danois. Polo. On sonne chez moi pour un colis. Je reviens. Vas-y, vas-y, ça marche. Hésite, vas-y, vas-y. Fonce, fonce. Et ouais, on me laisse vraiment tout seul aujourd'hui, hein. Je suis vraiment full Bauhaus. J'espère que contrairement, à l'Allemand, je vais pouvoir terminer l'étape. Non, mais clairement, pour finir sur ce que je disais, la Jumbo-Visma a clairement, parfaitement, géré son affaire. C'est impressionnant. Moi, c'est ce dont j'avais peur, je vous l'expliquais, mais alors dans des proportions comme ça, j'étais vraiment loin, loin de l'imaginer. Est-ce que c'était le plan initial? Est-ce que quand, Vingegaard panique un peu dans la route Pogačar, sur le Puy-de-Dôme ou sur, le Grand Colombier, c'était de la stratégie et la stratégie de pas trop en donner pour vraiment se garder pour l'étape, d'hier et celle d'aujourd'hui? On ne saura jamais vraiment. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bah, voilà, factuellement, tu as 7 minutes 30 entre, Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Donc, au-delà de parler de Pogačar, on peut aussi féliciter, tactiquement cette équipe Jumbo et le Danois qui ont été, parfaits pendant, en tout cas ces 2 semaines et demie de compétition. Ouais, bon, on retiendra, davantage, enfin non, en vrai, on retiendra beaucoup l'étape d'hier à mon avis, et celle d'aujourd'hui, mais nous, dans notre mois de juillet, on essaiera de retenir quand même que pendant 2 semaines, on a eu un suspense exceptionnel qui nous a beaucoup tenus en haleine et on a cru vraiment que ce tour allait se jouer, pour, quelques secondes. Finalement, c'est pas du tout le cas et on n'est pas loin en fait de l'écart de 2014 quand Nibali gagne le tour avec, justement 7 minutes, d'avance, 7 minutes et quelques d'avance. Je vais regarder exactement combien c'était. Là, on est à 7,35. Nibali avait gagné pour 7,37. Perrault, Ouais. deuxième, était à 7,37. Et qui était Donc, troisième, et Robin? c'était Thibaut Pinot à Eh 8,15. oui! Thibaut Mais là, le Pinot. troisième, il n'est pas à 8,15, hein, puisque le troisième, c'est Adam Yates à 10,45. Ah, Thibaut c'est fou, Pinot, hein. ce bon vieux Thibaut Pinot, il est 12e à 27-26 et c'est la passerelle parfaite pour parler de l'échappée de cette journée quand même qui s'est jouée l'étape avec un groupe de costauds à l'avant. On avait des favoris, non, des candidats pour le classement général. On a Peyo Bilbao, Simon Yates, David Gaudu qui étaient partis à l'avant pour faire un rapproché potentiellement. On avait Guillaume Martin aussi, on avait des équipiers de leaders avec Soler au départ, avec Benoît et Kelderman pour Jumbo, avec Maika également. Et on avait là-dedans Félix Gall, qui lui aussi était un coureur placé au classement général et qui finalement a été le plus costaud dans le col de la Lose. Moi, j'avais un petit doute, Polo, quand il part, parce que je me disais que Simon Yates avait l'air très fort, avait encore un coéquipier, donc je me dis en fait, il saute pas dans la roue de Gall parce qu'il veut continuer de faire bosser son coéquipier qui était Chris Harper pour l'utiliser jusqu'au bout et ensuite il fera son effort. Et en plus, il y a la descente derrière pour aller jusqu'à l'Altiport où Félix Gall il devrait perdre beaucoup de temps parce qu'on l'avait vu pas ouf sur les descentes depuis quelques semaines au Tour de Suisse ou au Tour de France. Et en plus, Simon Yates, pour le coup, lui, est un plutôt correct descendeur. Et finalement, non, ça l'a fait pour Félix Gall, qui a fait une descente plus que correcte, ou alors Simon Yates a été très prudent, je ne sais pas. Mais Gall sauve un peu le Tour d'AG2R. Sur la même journée, il prend l'étape, il se replace au classement de la montagne, puisqu'il est à 6 points de Ciccone. Et au général, il vient se replacer 8e, donc il gagne 2 places aujourd'hui. Ça va être dur d'aller chercher mieux que 8e, mais il peut espérer rester à cette 8e place. Complètement, complètement Robin. Tu as été surpris, tu le disais, par le démarrage de Félix Gall, et sa capacité à résister derrière. Ouais, pas surpris Moi par le démarrage, Oui, oui. mais je me suis dit, c'est pas gagné, quoi. Ouais, ouais, clairement. Moi, bizarrement, quand j'ai vu le coup de pédale qu'il avait, je me suis dit: «Mais en fait, il fait bien de démarrer maintenant». Tu as le risque derrière du retour de Vingegaard. Tu sens que Chris Harper est en train de t'emmener sur un faux train pour en tout cas sur le train qui convenait à Simon Yates. Et il fallait quand même que toi, tu ailles chercher ton étape parce que ton étape, tu l'avais dans les jambes et on l'a vu, depuis le début de ce Tour de France. Félix Gall, moi, m'impressionne. La montée qu'il fait est extraordinaire. Il faudra comparer ses temps de montée par rapport au temps des favoris. Je pense que ce sera intéressant. Je pense qu'il y a que Vingegaard qui monte plus vite que lui. Je Il les ai vus prend passer tout à l'heure les temps, je vais essayer de Ouais. retrouver ça. Il prend quand même rendez-vous, Félix Gall, parce que franchement, moi, l'impression qu'il me fait, sur les hauts pourcentages, face à Simon Yates, qui ne reprend rien, même après avoir été tracté un peu par Chris Harper, et qui est bien lancé aussi par Chris Harper. Moi, j'ai été très impressionné et moi, surtout, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a fait dire qu'au moment où il attaque, qu'il y avait quand même de grandes chances qu'il aille au bout.
en tout cas que c'était pour moi celui qui allait être le premier des échappés à l'arrivée, c'était le coup de pédale. Le coup de pédale aérien qu'il avait quand il est sorti, limite en facteur, j'ai pas bien vu, mais il me semble qu'il sort un peu en facteur. C'est impressionnant ce qu'a fait Il y a un moment quand même, l'Autrichien ça revient, aujourd'hui. hein, Polo. Il y a un moment, Yates, dans le début de la descente, il revient à 13 Il secondes revient et dans la pour te descente. Là, je te ouais. parle vraiment de l'impression en montée Sur le haut et de la montée aussi, il fait un bon il effort, passe il pour passe te à donner 22, il l'info que passe tu à demandais. ouais, Ouais, vas-y, dis-moi. l'info que tu demandais sur, le segment. Alors, c'est Le Beau Vélo sur Twitter qui donne l'info. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait les calculs, mais du segment Méribel jusqu'à l'arrivée, donc c'est pas tout à fait, juste l'ascension de Loos, mais Vingegaard fait évidemment meilleur temps et 2 c'est Gall, qui a 43 secondes pardon Ouais, de Vingegaard sur cette portion. à vue de nez, c'est ce que j'aurais dit et ça place aussi, une performance. Alors évidemment, Simon Yates, c'est pas loin. Simon Yates, on part quand même d'un top 5 grimpeur de ce Tour de France, hein, donc c'est pas rien. Félix Gall aujourd'hui est, dans la lignée de ce qu'il montre, finalement depuis ce début de Tour de France, montre qu'il fait partie, je pense, lui aussi de ce top 5 des meilleurs grimpeurs du Tour de France. Après évidemment, le jeu, le jeu de ces premières semaines où il prend du temps, puis il en repère et cetera, bah, fait que, il était assez loin au classement général et il a quand même eu beaucoup de temps à reprendre. D'ailleurs, on peut, saluer la stratégie d'AG2R d'avoir cru à une belle remontée de Félix Gall au classement, là où, tous les suiveurs, dont nous, hein, soyons honnêtes, hein, n'y croyons pas trop et ne comprenions pas trop pourquoi il roulait, pourquoi il semblait faire un peu de gain de petit, mais parce qu'en fait, ils étaient parfaitement au courant, de la forme Après, physique de Félix Gall. Gall ne fait pas un rapproché sur cette fameuse étape où on s'est, pas moqué, mais où on a critiqué la stratégie de la G2R. C'est pas sur cette étape qu'il va chercher, cet excellent classement général. Sur cette étape, il gagne rien finalement. Non, mais bien sûr, Là mais où il c'est là où il aura gagné, c'est sur les étapes suivantes parce qu'il a pris, des bonnes échappées, parce qu'il a été excellent aussi, parce que, sur l'étape de Saint-Gervais non pardon, l'étape de samedi sur, Jouplane, il prend pas d'échappée et pourtant il fait un rapproché exceptionnel. Donc c'est plus ça qui lui fait faire, qui lui fait faire ce bon classement général, ce top 10 très probable à l'arrivée, cette huitième place même, parce que je l'imagine pas bouger de cette huitième place, mais c'est finalement pas le fait d'avoir roulé dans cette étape, je me rappelle plus exactement laquelle c'était, mais où c'était un poil ridicule. ouais, mais au moins, à défaut de gagner des places, il en perd pas. Tu vois? Et quand tu vois un peu, alors autant c'est pas serré, dans les premières positions, autant, dans ce ventre mou autour de la 10e place, c'était quand même assez serré et il y avait quand même, des bons comme des mauvais coups à faire et aujourd'hui, bah, surtout au-delà du fait, que sur l'étape, dite là, dont on parle, il y ait pas forcément eu de grands changements. Ça légitime aujourd'hui ce qui se passe, ça légitime le comportement qu'ils ont eu, pendant tout ce Tour de France. Donc, c'est aussi une belle récompense pour AG2R, équipe française, hein, à défaut d'avoir nos coureurs français qui se battent, pour une victoire d'étape. On a au moins des équipes françaises qui gagnent, et ça c'est cool aussi. Très impressionné par Félix Gall aujourd'hui. Ouais, les enseignements au classement général, donc c'est, la remontée de Simon Yates qui prend 3 places, qui était un peu plus en difficulté, ce week-end dans les Alpes et qui, bah, là, se remet mieux. Bon, c'est toujours les Alpes, mais je parle des étapes à Morzine et à Saint-Gervais. Bilbao, lui, gagne une place aussi. Félix Gall en gagne 2. Mais tous ces coureurs-là, finalement, gagnent des places en étant dans le groupe, qui avait anticipé, dans ce qu'on pourrait appeler l'échappée, même si elle était très fournie. David Gaudu, lui, était aussi dans ce groupe-là, mais il perd une place, malheureusement, parce que Félix Gall lui passe devant, et lui n'a passé personne, David Gaudu, même s'il gagne un peu de temps au classement, il se rapproche. Il était à 4 minutes du mec devant lui, ce matin. Bon, bah, aujourd'hui, il est plus qu'à 1 minute de Sepp et à 1 minute aussi, grossièrement. Non, pardon, un peu 1 minute de Kuss, oui, mais à un peu plus, 1 minute 40 de Félix Gall. Et les autres enseignements dans le top 10, c'est que, premièrement, Carlos Rodriguez a encore perdu un peu de temps, par rapport à Adam Yates. Il arrive à 4,54. Adam Yates, il perd 1 minute, quoi, en gros. Ouais, c'est Donc pas Adam mal, hein. Yates, prend un peu de marge et aujourd'hui, Adam Yates, il a, 1 minute 16 d'avance sur Carlos Rodriguez, donc ça sent bon quand même pour la troisième place. Il restera à la défendre sur l'étape de samedi. Et l'autre enseignement, c'est Jay Hindley qui fait pas une étape mauvaise, clairement. Il arrive parmi les favoris juste derrière Adam Yates, donc disons troisième favori, derrière Vingegaard et Adam Yates, parmi ceux qui n'ont pas pris l'échappée. Sauf qu'en fait, il y a tellement de mecs qui avaient anticipé qu'il se fait passer devant par deux coureurs, par Bilbao et par Simon Yates. Et là, ça va pas être évident d'aller les rechercher. Il est à 1 minute pile de Peyo Bilbao
et il est à 1 minute 30 de Simon Yates. Donc il était, le favori pour le podium il y a encore, quelques jours avant sa chute sur l'étape de samedi et bah, finalement, entre samedi et mardi, c'est l'autre grand perdant, on va dire, en plus de Tadej Pogacar puisqu'il se retrouve aujourd'hui 7e et ça va pas être évident d'aller rechercher les places qu'il a perdues. Non, clairement, Jay Hindley, bah, il est pas sur une dynamique, quand même très très positive malgré sa belle étape aujourd'hui. Jay Hindley aurait dû être, dans ce groupe d'échappés. Il avait l'écart nécessaire pour tenter quelque chose. Il aurait dû être avec, Pello Bilbao, il aurait dû être avec, avec David Gaudu, et Simon Yates. C'est, La seule question, c'est comme lui était un peu plus proche au général, est-ce qu'on l'aurait laissé faire? ouais, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Alors qui aurait roulé? Ouais, Ineos aurait évidemment, évidemment roulé. On a Parce vu, que ce matin au classement, il est à 2 grosses minutes, 2 minutes 20 de Carlos ouais, Rodriguez d'Ineos, à peu près pareil de d'Adam Yates pour, UAE. Donc est-ce que UAE aurait roulé aussi pour pas me compromettre le podium d'Adam Yates? et Et par rapport à Bilbao, par exemple, et bah, Bilbao, il est 2 minutes derrière, en fait. Donc mmh, quand lui, il s'échappe, il est bien moins dangereux. Et après, Yates, Gaudu, Gall, Martin sont derrière Bilbao encore, donc moins bien classés. Hindley, s'il s'était mis dans cette échappée, ça aurait été pour le coup le mieux classé. ouais et puis, que vu qu'Ineos a roulé sur Yates, Bilbao, bon Gaudu je pense pas, mais au moins sur Yates et Bilbao, on peut imaginer qu'ils auraient roulé sur Jay Hindley donc ça va être intéressant. Il y a quand même une grosse densité sur la 3 allez 3e ça va être compliqué, mais 4e, 5e, 6e place, voire 7e. Il va y avoir quand même, je pense, une belle bataille, ça va être intéressant. On a vu, hein, notamment sur l'étape du jour, qu'il peut encore se passer beaucoup de choses, que les formes, des différents grimpeurs de ce Tour de France, bah, ne sont pas les mêmes d'un jour à un autre. Il reste encore quelques jours et notamment cette étape de samedi, dans les Vosges. Moi, aujourd'hui, je ne mettrais pas une pièce, sur le fait que ce classement reste comme ça et je pense que ça va encore bouger, ça va être intéressant. Alors évidemment, le suspense pour le maillot jaune est passé, mais il y aura quand même de belles choses à suivre, jusqu'à la fin de ce Tour de France et cette bataille pour les places d'honneur dans ce top 10, bah, en fera partie. Un truc intéressant qui est noté par Servietsky dans le chat, il dit 7 coureurs parmi les 10 premiers du classement général ont gagné une étape sur ce Tour de France. C'est vrai que c'est pas commun. Il y a évidemment Vingegaard, il y a Pogacar, il y a Adam Yates qui avait gagné le 1er jour, Carlos Rodriguez, Pello Bilbao, Jay Hindley, Félix Gall et en fait même on peut dire dans le top 8, il y en a un seul qui n'a pas gagné, Mmh. c'est Simon Yates. C'est vrai que c'est assez fou. Je sais pas C'est si, 2 fois deuxième. ouais, exactement. Il est pas passé loin. Bon après s'il avait gagné aujourd'hui, c'est Félix Gall qui n'aurait pas gagné. On aurait eu, pour le coup, le top 7 qui avait gagné les étapes. Mais là, ouais, sept coureurs parmi les 8 premiers qui ont gagné. Ouais. Assez impressionnant. Peut-être que dimanche, pardon, samedi, vers le Markstein, Simon Yates, Sepp Kuss, j'y crois moyen, mais Simon Yates ou David Gaudu peut aller claquer l'étape et ajouter, un de plus dans le top 10 qui aurait gagné. On a fait le tour, Polo, pour l'étape du jour ou tu voulais, ajouter quelque chose Je sur vais quelqu'un? rajouter Sur les motos, peut-être qu'on gênait, Thibaut on Pinot peut a parler gueulé de sur les ça. motos, on a vu Vingegaard Mmh. bloqué. On peut parler de ça, après on parlera d'un autre truc aussi qui me chafouine un peu. Les motos, bah, voilà, bon, limite, quand je vois l'image, je me dis, «Merde, quoi». Merde, mais d'un autre côté, je me dis aussi: «Oh, bah, voilà, ça devient presque habituel». Ça devient presque quelque chose, qui est inadmissible, mais qu'on est presque en train de normaliser. Tant on les voit, trop proches, tant les spectateurs sont trop proches, et il y en a trop. Je suis d'accord avec, ce que dit Mewen dans le chat. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. Il va falloir, faire du tri ou il va falloir, commencer à mieux, dégager les routes. Là, les coureurs, encore une fois, sur la Lose avant les cordons, ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux, ils sont trop proches de la route et oui, il y a beaucoup de motos, mais alors les motos, imaginez que sur ce genre d'étape, on doit toucher ton guidon, je sais pas, 10, 15, 20 fois sur une ascension comme ça, tellement c'est proche. Les motards, ce sont des motards expérimentés, les motards peut-être les plus expérimentés de France. Heu c'est trop près, il y a pas assez de place, surtout dans le col de la Lose. Un motard, il peut être aussi expérimenté qu'il veut. Si on tape 2 fois, 3 fois, 4 fois ton guidon, au bout d'un moment, tu tombes. Tu es à 5-6 km/h, tu as un mec derrière toi, l'équilibre, je ne sais pas si vous avez déjà roulé en 2 roues, moi je roule, toute la journée en 2 roues, dans Paris. Rouler à 10 km/h,
c'est déjà une mission incroyable. Rouler à 10 km/h avec quelqu'un derrière qui te déséquilibre, c'est encore plus incroyable et rouler à 10 km/h avec quelqu'un derrière et avec, je sais pas, l'espace d'1,50 m pour passer, et qu'on te touche et qu'on te bouscule parfois, Et des pourcentages. bah, et des pourcentages et bah, ça relève du miracle qu'il y ait pas plus d'accidents et évidemment qu'il y en a, c'est inévitable. Donc évidemment que les motos et parce qu'il y en a trop et parce que c'est compliqué de se frayer un chemin sont fautives. Mais au bout d'un moment, il va vraiment falloir réfléchir sur ces montées, où tu peux être 2 cyclistes de front, bah, voilà, à penser Après, ce à qui pose à problème aussi aujourd'hui, Polo, je crois, ce qui fait bouchon, en tout cas dans l'image avec Vingegaard, c'est la voiture, et c'est l'accumulation voiture et moto qui fait que ça ne passe plus en gros. S'il y a juste une moto qui se plante, on va dire, je pense que ça passe en fait d'un côté ou de l'autre. Le problème aujourd'hui, ce que dénonce notamment, enfin ce qui a fait un peu réagir Thibaut Pinot, c'est qu'en fait on a laissé passer des motos et des voitures, alors que tout le monde était à la queue leu leu, quoi. Il y avait 5 secondes d'écart entre les groupes, il y avait, des mecs dans tous les sens et donc, en fait, il y avait des motos et des voitures qui s'intercalaient entre des groupes, mais on peut même pas appeler ça des groupes. Des fois, c'était juste un, deux ou trois coureurs. mmh. Et du coup, il n'y avait pas forcément la place, en fait, pour que ces voitures s'intercalent. On sait que dans une étape classique de plaine, tant qu'il n'y a pas 30 secondes, on n'a pas le droit de passer. Des fois, c'est même une minute. On n'a pas le droit de passer derrière un groupe. Là, clairement, il y avait des voitures et des motos derrière des groupes, alors qu'il y avait très, très peu d'écart. C'est peut-être là qu'a été le souci aussi. Tu voulais parler d'un Ouais autre truc, et Polo? juste, d pour finir et je vois des gens qui disent, «Ouais, bah, faut pas faire payer le spectateur». Non, évidemment, dans un sens ou dans l'autre, au propre comme au figuré, il faut pas faire payer le spectateur. Par contre, je pense que mettre des petits cordons, comme on a vu, hein, sur ce Tour de France pas mal, qui te placent à, je sais pas, 1 m des coureurs plutôt que 30 centimètres sous leur nez quand ils passent et ben ça permet d'avoir plus d'aisance pour les coureurs. On a vu Pello Bilbao encore, repousser un spectateur tout à l'heure. Ça permet aux coureurs d'être plus à l'aise et ça permet aux motos d'avoir plus d'espace et aux voitures, du coup, aux voitures encore plus. Je pense que ce serait quand même un bon compromis. Mais là, encore une fois, on a vu des scènes sur la Loos qui étaient très compliquées. Ouais, dernier sujet, Robin, je voulais revenir sur, cette échappée et sur nos Français. Encore une fois, c'est une échappée qui va au bout. Encore une fois, nos Français sont surreprésentés, à l'avant avec «nos meilleures chances» entre guillemets et nos Français ne transforment pas l'essai. Alors, évidemment, Victor Lafay a gagné une belle étape, les équipes françaises ont gagné, mais là, c'est bon, je pense qu'on en est un peu revenu. Ça fait 2 semaines. Les Français ne performent pas au classement général, du moins pas comme ils l'avaient annoncé ou ils l'avaient espéré et au-delà de ça, ce qui est quand même plus rare, c'est que nos Français, ont du mal à jouer les premiers rôles, dans des profils de baroudeurs ou de grimpeurs. Ça me pose pro Je dis pas que c'est illogique, ça me pose problème et ça m'ennuie parce que voilà, nous Français, on vibre, des victoires d'étape, on vibre, de nos leaders qui se battent pour essayer d'accrocher les plus forts et enfin, je sais pas si toi tu as ressenti ça encore une fois aujourd'hui, Robin, mais moi j'avais quand même une petite frustration encore, bah, de voir, finalement, bah, un Pinot lâcher très tôt, un Gaudu, Ouais, qui Pinot est très Pinot a bossé pour encourageant. Gaudu aussi. Ouais, un Gaudu qui est très encourageant, mais qui est jamais en position de gagner l'étape aujourd'hui. Guillaume Martin, Julien Alaphilippe, et cetera, et que ce soit sur ce type de profil aujourd'hui ou sur les 2 semaines qu'on vient de vivre aussi. Donc c'est un peu moi, en tout cas, ça me frustre un peu, en tant que chauvin, invétéré. Mais voilà, j'espère qu'il reste une petite semaine et que ça va changer. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur l'analyse globale. Sur les autres étapes, j'ai pu être déçu. Aujourd'hui, je le suis pas parce que quand tu vois les mecs qu'il y a dans l'échappée, je m'attendais pas à ce qu'un Français gagne en fait. C'est, Gall, Yates et Bilbao qui font un, 2 et 3 et qui étaient dans l'échappée. Bah, c'était clair dès le départ pour moi qu'ils étaient plus forts que David Gaudu, que Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Valentin Madouas et cetera et cetera. Alors, il y aurait pu avoir un exploit de Gaudu et d'ailleurs il fait, 4e des échappées. Il y a Vingegaard qui s'intercale, mais sinon il est derrière Gall, Yates et Bilbao. Mais quand tu vois le classement général, en fait, il ment pas. Et Godu, bah, au général, il est derrière ces mecs-là. Et sur l'étape, il finit derrière ces mecs-là parce que je pense qu'il est tout simplement moins fort que Gall, Yates et Bilbao. Donc, pour moi, la hiérarchie est respectée. Pinot, ça aurait été pareil, un exploit qui réussisse à Mmh. tenir la route, ces mecs-là. Je dirais, il y a des gars qui sont en train de jouer le top 5. C'est normal, selon moi, que Thibaut Pinot soit moins fort.
Il n'est pas non plus à la ramasse complètement. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un résultat logique. Après, sur l'ensemble du tour, il y a des raisons d'être frustré sur certaines étapes, ça oui. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est logique. Voilà, moi, je suis frustré, mais ça reste, logique. Chacun est à sa place et le col de la Lauze, encore une fois, aujourd'hui, a mis chacun à sa place. Les Français sont un peu en retrait, du moins quand ça grimpe, sur ce Tour de France, quel que soit l'échelon de la course. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, et ces dernières années, on a quand même été gâtés, hein, avec le Alaphilippe de 2018, Thibaut Pinot de 2019, on a vu quand même de belles choses. Alaphilippe 2020, mais voilà, la roue tourne a tourné pour nos Français. J'espère qu'elle va continuer de tourner pour encore faire mieux, l'année prochaine. Oui, et si on remonte un peu à Barguil en 2017, voilà, on n'a pas ce coureur français, capable de, que ce soit on n'a pas notre Félix Gall en France, tu vois? Ouais, On n'a pas ouais. notre Félix Gall, on n'a pas notre Pello Bilbao, on n'a pas ça. Mais bon, il y a un très gros vivier, il y a des énormes talents. Mathieu Burgodeau, je pense, a pris rendez-vous avec l'avenir, donc il y a aucune raison d'être alarmiste pour la suite, par contre. Mmh mh. Bon, j'espère et malgré tout, on va remercier Victor Lafay qui a sauvé le Tour des Français en gagnant dès le deuxième jour à Saint-Sébastien. Quand on gagne dès le deuxième jour, on s'imagine peut-être qu'on va vivre un Tour exceptionnel pour les Français, et on s'emballe un petit peu. Finalement, ce sera sans doute la seule victoire française, même s'il reste Oh, attends, il reste du quelques temps quand étapes. même. Tu Ouais, crois mais pas je me dis, tu tu crois vois, pas au que moyen je me podium dis de qu'en gagner? annonçant que ce sera la seule, peut-être que je vais, battre la malédiction et faire en sorte qu'une victoire française arrive d'ici dimanche. Bon, s'il y en a une, ce sera quand même sûrement samedi parce qu'on va parler de l'étape de demain, dans la preview et là, c'est une étape pour sprinter quand même, c'est assez évident. Même si ça va pas être, facile de contrôler l'étape et pour les sprinters d'aller faire ce sprint après les étapes qu'il y a eu parce que depuis le Grand Colombier, on peut même dire depuis Belleville en Beaujolais jeudi dernier, ça a été que des étapes de fou. On a eu le Grand Colombier, l'arrivée à Morzine après Jouplane, l'arrivée à Saint-Gervais, le chrono hier qui était extrêmement dur et aujourd'hui cette étape de Rennes à la Lose avec plus de 5000 mètres de dénivelé. Donc il va falloir quand même l'encaisser dans les jambes. Et demain, on arrive donc à Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse, pardon, après un départ de Moutier. Il y a quelques petites difficultés sur le parcours, vous les voyez, mais c'est vraiment pas énorme. Donc je pense quand même que les équipes de sprinteurs qui sont au chômage technique depuis une semaine vont bien gérer ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même quelques sprinteurs qui ont abandonné. Phil Baos, Caleb Ewan, qui ont tous les deux fait des podiums en début de tour. Donc, j'ai envie de dire, de prime abord, un paysage encore plus dégagé pour notre ami Jasper Philipsen. Clairement, clairement, Robin, ça sent le sprint demain. La question, et je sais que tu l'aimes, c'est, quel scénario? Est-ce que, les Jayco vont rouler? Est-ce que la Cofidis, va rouler? Ou plutôt, ces équipes-là vont-elles pas envoyer des coureurs à l'avant? Tu vois, la DSM a des coureurs à envoyer à l'avant, la Cofidis, on l'a bien vu, a des coureurs à envoyer à l'avant, la Jayco aussi. Est-ce que encore une fois, on est comme on l'a vu la semaine dernière, dans, de l'aide pour amener Philipsen à une 5e victoire? Ou, est-ce qu'on essaye de les piéger, comme, toi Ah bah, tu moi, j'aimerais aurais bien aimé, Polo, hein. ah oui, je sais, c'est pour ça que je te lance un peu là-dessus. Toute la question est là. Moi, je pense que la Jayco croit beaucoup en Dylan Groenewegen, qui se bonifie, souvent sur les tours auxquels il participe. On l'a vu sur le Giro, il y a pas longtemps. Heu, ce Moi, je suis Jayco, en fait, toute la question est là. Je suis Jayco, je suis Cofidis, je suis DSM, même allez, je suis, pourquoi pas la Bora, est-ce que je tente un coup pour changer ou est-ce que j'assure, un sprint massif pour donner une chance à mon sprinter? C'est toute la question qu'on va voir demain. Je suis pas sûr à 100 que ça arrive au sprint, du coup, à cause de tout ça. Il va falloir que l'équipe Alpecin soit très forte, à mon avis. Je me pose la question. Je sais pas toi comment tu vois la chose, Robin, mais moi je me pose la question. Bah, la seule équipe où je trouverais ça légitime qu'elle roule, en plus d'Alpecin, c'est Jayco. Parce que Dylan Groenewegen fait 2 du dernier sprint, si je dis pas de bêtises. Parce que Dylan Groenewegen est un pur sprinter qui a une chance, on va dire, de battre, Jasper Philipsen. Même si ce qui m'embête, c'est quand même que, Dylan Groenewegen, c'est pas le sprinter qui passe le mieux la montagne, donc on peut imaginer que demain, il va être bien, bien entamé. Mais c'est les seuls où s'il roule, je me dirais: «Ça va». C'est pas honteux de manière, stratégique. En revanche, quand tu vois les autres sprinters de ce tour qui étaient potentiellement de loin capables de titiller Philipsen,
Mark Cavendish, Caleb Ewan, Phil Bauhaus, et je crois que j'en oublie un, Jacobsen, voilà, Mmh. chez Soudal Quick-Step. Ces 4 là ont abandonné. Donc ces 4 équipes-là ne devraient pas rouler. Après, qui il nous reste? Les Lidl Trek pour Pedersen, il nous reste les Cofidis pour Brian Cocard, les DSM pour, Sam Welsford, il me manque une équipe, À Bora. je la Bora pour Jordi Meeus, voilà, OK. Meeus et Welsford, ils ont pas fait un sprint correct sur ce Tour de France. Ouais, mais Robin, Pedersen est-ce que, le fait justement qu'il y ait beaucoup de sprinteurs qui aient abandonné, ça donne pas des idées justement à ces que de sprinteurs qui vont encore plus croire en leur chance? Je pense à un ouais, pour Coquard aller par faire exemple un pour qui top la 4, route, top 5. s'ouvre un peu quand même, même pour un Mais non, Westford, parce pour que un Pedersen. Pedersen qu'on a vu très fort, hein, même hier sur le chrono, encore aujourd'hui le travail qu'il a fait pour Ciccone. Alors certes, c'était pas un sprint massif, mais il arrive en grosse forme. C'est ah non, mais quelqu'un pour qui moi, peut, ça tient pas sur cette la fin histoire. claquer un sprint. Non, ça tu y Bon, crois pas? Pedersen, oui, il est fort, mais déjà sur un sprint plat, on sait que c'est cuit. Il va faire une placette, mais il va pas gagner. On peut rajouter Girmay dans la liste de coureurs que je donnais tout à l'heure. Lui aussi a fait des placettes, mais ils vont pas taper Philipsen, ces mecs-là. Donc Cofidis, Lidl, Intermarché, DSM et Bora, s'il vous plaît, mettez un mec dans l'échappée. Je vous dis pas de mettre votre sprinter dans l'échappée, mais Intermarché, ils peuvent bien mettre un Georges Zimmermann ou un Lilian Calmejane devant. Cofidis, ils peuvent bien mettre un Simon Geschke ou un Victor Lafay devant. DSM, ils peuvent mettre un Degenkolb. Qui j'avais dit d'autres, Bora, ils peuvent mettre un Haller, ils l'ont fait il y a quelques jours, ou un Polite, tu vois, des mecs qui roulent pas mal. Qui peuvent faire des trucs dans une échappée de 10 mecs un peu costauds et gêner cette équipe Alpecin parce que c'est comme ça qu'ils ont le plus de chances de gagner. Il faut être raisonnable. Alors oui, ils peuvent se dire, Trek, on va faire podium avec Pedersen si on va au sprint. Et peut-être que Bora et pour Meus, Intermarché pour Girmay et DSM pour Welsford peuvent se dire, allez, podium, top 5, on peut le faire parce qu'il manque des mecs, il y a eu des abandons et tout. Mais si tu roules toute la journée en sachant très bien que tu peux pas gagner et que tu veux juste faire troisième ou quatrième, je trouve ça catastrophique. Et ça n'empêchera pas de faire le sprint. Si Bora t'envoie Polite devant, eh ben ça n'empêche pas Jordi Meus de sprinter à la fin si jamais l'échappée avec Polite, elle se fait reprendre. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça que je trouve dommage si ces équipes-là, demain, donnent un coup de main à Alpecin bêtement parce qu'on respecte le truc de on a un sprinter, étape de plat, on roule, on va au sprint, même si c'est pour faire sixième. Parce que tu as vu tous les noms qu'on a cités, et ben, ils vont pas tous gagner et ils vont même pas tous faire podium. Il y en a qui vont faire 7 ou 8e dans la liste. Donc si le Ouais. mec qui fait 7 ou 8e, il a pas mis un mec dans l'échappée avant pour au moins emmerder un peu cette équipe Alpecin et faire en sorte qu'on ait une échappée d'une dizaine de bonhommes qui peut rivaliser avec deux trois mecs du peloton qui roulent, je trouverais ça dommage. Ouais, après tu connais mon point de vue là-dessus, du coup, moi ça m'amène une T'avais pas le même question, avis l'autre fois, Polo, t'étais pas d'accord avec moi, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec une victoire de plus pour Philipsen, parce qu'on avait eu ce débat en mode quand Philipsen n'avait gagné que 3 étapes, est-ce qu'aujourd'hui tu as changé d'avis ou tu es toujours sur la même ligne? en fait, j'aurais pu changer d'avis, et j'ai presque changé d'avis, je vais être honnête, hein, face à tant d'arguments de qualité, comme les tiens, Robin. Heu, mais il y a un truc qui m'ennuie et je pense que c'est quelque chose qui va faire tilter les équipes, outsiders de sprinters. Bah, c'est que tu as perdu du monde, hein. Je te dis, tu as perdu Jacobsen, tu as perdu, Ewan, tu as perdu Bauhaus aujourd'hui. Heu, les gens vont se dire, même s'ils peuvent pas gagner, je pense notamment à Cofidis ou à la DSM, je vais dire: «Mais là, il y a quand même moyen d'aller chercher une belle place». Tu vois? Même, une deuxième, une troisième place, un podium sur le Tour et ça, je me dis que, on n'est plus à se demander alors évidemment, je pense que Groenewegen est pour moi le seul à la régulière qui peut battre Philipsen et encore. Je me dis que ces équipes-là peuvent rouler pour aller chercher une place d'honneur. Parce que là, ça s'est quand même ouvert sur le plateau des sprinters, et aller chercher une, 2 ou une troisième place, bah, oui, peut-être que, dans un scénario extraordinaire où une échappée va au bout, tu fais la même chose. Mais pareil, si tu vas en échapper, tu pas l'assurance de gagner. Donc Ouais, mais tu as un peu plus, tu as plus de chances de gagner si l'échappée va au bout et que tu es dedans, qu'au sprint face à Philipsen. ouais, c'est vrai, je pense, mais ça dépend des sprinters. Mais à ce Tous petit sauf jeu-là Groenewegen. à ce petit jeu-là, est-ce qu'il vaut mieux pas enfin, tu sais, quand tu fais le calcul de tes chances, on va dire que, tu veux marquer des points UCI.
je sais pas, tu es l'équipe DSM ou Cofidis, tu veux marquer des points UCI. Tu te dis: «Ma meilleure chance pour aller marquer des gros points UCI aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rouler, pour, faire sprinter Cocard et qu'il aille faire, je sais pas, une troisième, potentiellement une deuxième place, ou c'est, envoyer nos gars dans l'échappée». Alors, je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire que ça empêchera pas Cocard de sprinter si ça revient, Déjà, hein. mais je sais pas. Écoute, Et puis Marco Haller de Bora, il a une pointe de vitesse, lui au sprint. Si ça arrive un groupe de 10, il y a quand même des chances pour qu'il soit un des trois quatre plus rapides dans ce groupe-là. Donc il fera pas pire que Jordi Meeus, tu vois? non, non, je pense, mais je vois très bien, ce que tu veux dire. Je te dis, je suis presque d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'on se heurte au pragmatisme des directeurs sportifs qui, à mon avis, vont voir la chose d'un autre œil pour les raisons que je t'ai expliquées. Après, on peut peut-être se tromper. Je pense que ça a dû siffler dans les oreilles quand Philipsen a gagné sa 4e victoire d'étape. Donc voilà, il y a ce côté équipe qui veulent peut-être aller chercher une belle place d'honneur. Et tu as aussi ceux qui pensent qu'ils peuvent vraiment gagner, et je pense que notamment la Jayco, peut rouler toute la journée, et si la Jayco roule avec Alpecin, avec les forces en présence, à mon avis, je pense que l'échappée aura très peu de chance. Ouais, mais il peut et je suis d'accord avec toi, s'il y a Jayco et Alpecin qui roulent, ils peuvent très bien reprendre une échappée, même si tous les autres ont mis un mec devant. Mais ça leur fera cramer des cartouches et ça fera moins de mecs pour emmener le train et ça sera plus difficile peut-être. Et il y a, un message de Pika Djeko dans le chat qui dit: «Van der Poel dans l'échappée pour contrer la tactique des autres et ne pas rouler». J'y crois, ça, ce serait marrant. Ça, par contre, ça me régalerait que tout le monde envoie un mec devant et que du coup Alpecin mette Van der Poel pour, Ça en fait, contrer ce truc-là et où en fait Van et der Poel ça sera me évidemment le plus rapide de ç l'échappée. ça me paraît pas déconnant. Alors, derrière, ça va rouler, hein, si Van der Poel est devant, C'est même ça. s'il y a des échappées. Mais quand on voit le sacrifice de Van der Poel à Limoges pour Philipsen, je pense que Philipsen, devrait donner un bon de sortie ou une chance, peut-être pas un bon de sortie, mais ne serait-ce qu'une chance même sur un sprint à Mathieu Van der Poel d'ici la fin de ce Tour de France. Parce que, ne serait-ce que pour service rendu, je pense que ce sont des choses qui se font. Après, on connaît le pragmatisme aussi de cette équipe, Alpecin de Koninck, et de leurs 2 directeurs sportifs. Mais ce serait pas déconnant, je trouverais ça joli, ce serait un beau geste, et surtout, on parle pas d'un mec, qui ne peut pas gagner. C'est quelqu'un qui a déjà gagné des étapes sur le Tour, c'est quelqu'un qui a un palmarès déjà bien, bien rempli. On verra. Je serais curieux de voir cette tactique, Alpecin aussi, pourquoi pas? Alors, peut-être que demain sera pour Philipsen, mais tu vois, vendredi, si Philipsen gagne, pourquoi pas tenter un coup de Trafalgar? Ce serait intéressant. Ouais, un point sur la fantaisie, on a oublié. Moi, j'avais mis Ah David ouais. Gaudio aujourd'hui polo. Toi aussi, non? Ouais, j'ai mis David Godu. Du coup, vu que Joseph est pas là, je suis allé faire un peu les comptes, de la fantaisie. Donc, j'ai pas vu Joseph, mais je nous ai vus, Robin. On est, respectivement toi, 174e et moi 203e avec 547 et 607 7 Ah, points, pardon. c'est pas fameux, Heu, hein. ouais, alors que, Toff nous affiche, ceux qui sont fameux justement, et Toc, caracole en tête. Il avait mis aussi, David Gaudu aujourd'hui. Donc, Bien joué. bien joué à lui, Il a une petite avance, hein. il Il joue, a une trentaine de points d'avance. Si on peut se dire que s'il fait pas d'erreur, s'il fait pas de grosses erreurs d'ici la fin du tour, la victoire peut être pour lui. clairement, clairement. Il va pas falloir faire d'erreur, ça peut vite arriver, hein. Il suffit que tu mettes, regarde, il suffit que Ah tu bah, tu mets mettes, un sprinter demain qui chute et qui et fait, voilà. 150e, tu cuit. C'est ça, et ça peut aller très vite. C'est pour ça que cette fantaisie est hyper intéressante. Donc, continuez de jouer les gars, il peut tout se passer. C'est pour ça que nous avec Robin, bon, on a certes parfois un peu oublié, on a peut-être failli à notre tâche, mais au moins on joue jusqu'au bout parce qu'on espère des remontées du diable. Ouais, bon, là, ceux qui sont dans le top, 10, 20 peuvent encore y croire. Nous, ça va être quand même difficile. Ah, moi j'y crois toujours, Heu, Robin. on on passe polo, au sprint final et à la rétro. Allez, allez, allez. Et là, c'est magnifique, c'est le moment où le présentateur lance lui-même sa séquence. C'est c'est la rétro du jour, les amis. La rétro, on va parler de Richard Virenque et de la première arrivée du Tour de France à Courchevel en 1997 et du duel, Richard Virenque contre, Jan Ullrich. Polo, est-ce que tu es prêt? Je suis presque prêt, mais oui, je suis prêt, vas-y, vas-y. OK. Bon Commence, alors, commence. je commence. C'est le début de la rétro, les copains. Je m'installe. En 97 donc, Richard Virenque s'impose à Courchevel. Un petit peu de contexte, l'année précédente, en 1996, le Français termine 3e du Tour de France, derrière Bjarne Riis et Jan Ullrich. Il pense pouvoir gagner le Tour dans le futur
Et 1997 est sans doute sa meilleure opportunité, surtout quand on le voit avec le recul, c'est la période sans Miguel Indurain et sans Lance Armstrong qui arrivera juste après. Dès les Pyrénées, donc en 1997, on voit que Richard Virenque est très fort, alors qu'il avait fait une première partie de saison moins aboutie que les années passées, mais il est battu à Andorre-Arcalis par Jan Ullrich dans la forme de sa vie. Et dans les chronos, Virenque, évidemment, il limite la casse, mais là aussi, il est dominé par Jan Ullrich, qui est un spécialiste de l'exercice. Donc, Virenque aborde les Alpes avec 5 minutes de retard sur l'Allemand. C'est quand même assez balèze. Et il perd encore un peu de temps en plus sur Ulrich à l'Alpe d'Huez, dans la première étape alpestre. Mais donc, il veut frapper fort le jour de Courchevel. Il dit à l'hôtel à ses coéquipiers Festina le soir de l'Alpe d'Huez: les gars, demain, c'est le tour qui se joue. On va jouer le tout pour le tout. On n'a rien à perdre. On va mettre Ulrich sous pression toute la journée. En fait, Virenque ne veut pas faire deuxième du tour. Et son manager Bruno Roussel chez Festina lui dit: pas de problème, on fait ce que tu veux. Virenque en remet une couche au petit déjeuner le matin de l'étape. Le plan est en place et il est simple, il faut durcir la course tout de suite. Alors je reprends mon petit lancement, Robin, parce que je Ah, l'avais t'es fort. évidemment pas préparé, mais vu que je sais sur quoi tu vas aller, dans le glandon, premier code de la journée, toute l'équipe Festina met un train d'enfer, fait sauter tout le monde. Il reste seulement 20 coureurs au sommet. Dis-nous la Voilà, et suite c'est maintenant. et c'est là qu'on voit que cette rétro est très bien préparée, que c'est un travail d'équipe. Et effectivement, comme tu dis, Festina met tout le monde dans le rouge et en fait, Jan Ullrich se retrouve tout seul, il a plus le moindre équipier. Dans la descente qui suit, l'Allemand est même pas loin de partir à la faute. Ça rappelle un peu, Vingegaard Pogačar l'année dernière. On a donc 5 hommes qui prennent un peu d'avance, ils prennent 2 minutes. C'est Casagrande et 4 coureurs de l'équipe Festina. Virenque, évidemment, fait partie de ce groupe-là. Ullrich est derrière. Il sait en plus qu'il ne reviendra pas tout seul. Donc il décide d'attendre ceux qui sont derrière. Il décide de se relever. Pantani et Bjarne, son coéquipier, reviennent avec un petit groupe où il y a d'autres coureurs de l'équipe Festina qui tentent d'ailleurs de gêner la poursuite. On arrive sur le col de la Madeleine ensuite. Et là, Virenque doit poursuivre tout seul. En fait, ses coéquipiers ne peuvent plus l'aider. Tout le monde est cuit. Donc on a Virenque seul dans la Madeleine et derrière le groupe de Jan Ullrich avec Bjarne qui fait un énorme boulot et qui réussit à ramener son leader, en fait, le maillot jaune, avec deux autres coureurs, Escartine et Dufaux, qui lui est un coéquipier de Richard Virenque chez Festina. Et il reste donc l'ascension vers Courchevel. À 15 km de l'arrivée, Virenque accélère de nouveau. Il sort seul avec Ulrich. Il n'arrive pas à le lâcher, mais il va quand même s'imposer au sprint. C'est la photo d'après Polo. Et donc Virenque reste deuxième au général à 6 minutes 22 de Ulrich. C'est beaucoup. Le tour aurait pu basculer dans ce moment où Ulrich est lâché par les Festina, mais finalement, ce n'est pas le cas. Virenque ne gagnera pas ce tour. Il doit se contenter à Paris d'une deuxième place et d'un quatrième maillot à poids consécutif. Mais ce Tour 97 est quand même bien différent des autres. À Courchevel, il gagne sa première étape à la pédale, en fait, dans le Tour de France, puisqu'avant ça, il avait gagné à Lussardiden et à Cauterets, mais c'était chaque fois en échappée. Et puis, la Virenque Mania est au maximum à ce moment-là, à l'été 97. Et surtout, deuxième, ça restera sa meilleure performance sur le Tour. L'année suivante, c'est l'affaire Festina. Virenque quitte le Tour, reviendra ensuite, mais ne sera plus jamais présenté comme un potentiel vainqueur du Tour de France. Merci beaucoup Robin. Encore une fois, c'est une rétro aux petits oignons que tu nous as faite. Et Merci à mine toi, de Polo. rien, dans ces périodes où on parle beaucoup dopage, ça nous rappelle aussi, que, même s'il y a de belles histoires, c'est quand même des coureurs avec un lourd passif, dont on a parlé, encore une fois, parce que je voyais quelques commentaires dans le chat qui disaient: «Ah bah, Richard Virenque là, on vous entend moins, hein, sur le dopage et cetera». Bah, si, si, c'est ce qu'on dit depuis 2 jours en fait, c'est qu'il y a pas de quand nous on en parle, il y a pas de traitement de faveur, et quelle que soit sa nationalité ou le style de dopage ou quoi que ce soit, on en parle. Mais bref, ça reste quand même des souvenirs cool, d'un cyclisme, d'un autre temps et à chaque fois, c'est très cool de suivre ça. Ouais, Petite juste news, pour Robin? répondre à certains dans le chat qui disent, à la pédale, qui se moquent un petit peu, je dis à la pédale parce que ces 2 autres victoires, il était parti en échappée vraiment, le baroud, alors que là, il gagne cette étape à Courchevel, en battant Ulrich, entre leaders, on va dire. C'est un peu différent. Enfin, c'est complètement différent même. Mmh. Pendant que tu parlais, Robin, il y a une petite info qui est tombée. C'est, une moto qui a été, exclue, pour l'étape de demain. Du coup, je pense que c'est la moto qui a été prise dans l'histoire avec, Jonas Vingegaard et Ouais. c'est ni plus ni moins que la moto, France Télé de Thomas Voeckler. Sérieux? Ouais, 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 ça vient de tomber là, les sanctions sont tombées et la moto de Thomas Voeckler ne prendra pas le départ sur l'étape de demain vers Bourg-en-Bresse. D'accord, bon, on en avait pas moi, j'ai regardé l'étape sur France Télé, on n'a pas su que c'était celle de Thomas Voeckler. Ah, mais elle est exclue uniquement
uniquement pour l'étape de demain. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, Robin, tu ne m'écoutes D'accord, plus. ouais, non, mais au début, quand tu l'as dit, j'ai cru que c'était, Ah si, définitif. si, 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 je t'avais dit pour demain, mais tu n'écoutes pas. D'accord, Très bien, Robin. Bah, excuse-moi. écoute, je te laisse, est-ce que tu veux faire un petit qui suis-je rapidos avec le chat ou on Ouais, s'arrête là, ouais, et Robin? qui l'organise? C'est toi qui organise le qui suis-je ou c'est moi? Allez, vu qu'en général, c'est moi qui joue contre le chat, toi, je sais pas si tu l'as beaucoup fait, donc je vais te trouver un petit qui suis-je. OK, go. Alors attends, Je ferme le chat. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Ah ouais, laisse-moi un peu l'info de de Vauclair, temps. c'est quand même fou, hein. Bah, ouais, ouais, quand même, t là, c'est pas rien, quoi. Après, à voir dans quelles circonstances ça s'est passé, si c'est vraiment cette moto qui a si c'est vraiment cette moto qui a vraiment, chuté et qui a ralenti derrière, le maillot jaune, mais en tout cas, c'est Ouais, quand même assez fou, quoi. Laisse-moi chercher un peu, je vais essayer de trouver un petit truc je te laisse le temps, Polo, t'inquiète pas. assez facile, Alors allez. Satellite dit: «Je suis en déménagement, j'adore chanter et le rugby. Je suis» Joseph, bravo Arcatelli. C'est tout pour cette émission, alors attends, je pense à un mec, allez, ça part, il faut que je le il retrou se moque dans le jardin. Dans le jardin, il me fait rire. Je vais pas lire ton commentaire, mais c'est marrant. il a dit quoi? Non, non, je te dis, je vais pas le lire, tu vas te Bon, débrouiller. allez, ça part messieurs. Allez, Je suis un coureur à la retraite. Je ne suis donc pas sur ce Tour de France. Je suis né le 1er juillet 1979. Thomas J'ai Voeckler. donc aujourd'hui 44 ans. Ce n'est pas Thomas Voeckler. J'ai commencé ma carrière en 2001 en tant que, stagiaire dans l'équipe Jean Delatour. Une carrière qui m'emmènera jusqu'à 2011, une carrière assez rapide, mais une carrière, dans des équipes françaises. Quoique, Jean-Patrick Nazon. j'ai fait quelques incartades dans ma carrière, mine de rien. C'est pas Nazon? Mais non, ce n'est pas Jean-Patrick Nazon. J'ai fait quelques incartades parce qu'il m'est arrivé, notamment en 2010 et en 2003, de m'exporter un peu, mais j'ai fait le principal de ma carrière, en tout cas, j'ai fait mes faits d'armes dans ma carrière, chez AG2R La Mondiale, une équipe dans laquelle j'ai évolué de 2005 à 2008. C'est là qu'on l'a connu, c'est là qu'il a eu ses meilleurs résultats, Rinaldo Nocentini? non, c'est un coureur français. Pas facile, j'ai gagné comme fait d'armes, j'ai notamment gagné en 2004 le Tour de l'Avenir. Ouh, ouh. C'est pas facile, dans le chat, ça galère un peu, je crois. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit, je remonte un peu, juste vite fait. Quelqu'un là, OK. quelqu'un OK, un là, grimpeur. John Gadret? quelqu'un là. C'est pas un grimpeur, Il a c'est gagné le pas Tour un de l'Avenir, tu m'as dit? il a gagné le Tour de l'Avenir, mais plus tard, on verra que, c'est un coureur correct, excellent baroudeur, mais pas forcément un grimpeur. Il a très peu gagné dans sa carrière, mais je crois que si je dis pas de bêtises, de ce que je vois dans son palmarès, sa seule victoire, c'est une victoire sur le Tour de France. Mais non. Ah, Belkacem. Ah, Belkadri, c'était un peu plus tard, c'est dans les Vosges d'ailleurs, Ah bah oui, je suis il en bête, c'est parlait plus tout à tard. l'heure, Steve Attends, Chenel. la seule victoire, c'est sur le Tour avec En AG2R. 2006 avec AG2R. Dessel? Non! Coéquipier de Cyril Dessel évidemment, mais pas, Goubert? non! Robin, qu'est-ce que je peux te donner de plus comme Un info? mec Je crois que c'est d'AG2R sa qui gagne seule l'étape du victoire. Tour Il fait 2006? il fait 2e. Casper? Non, non, ils l'ont dans le chat, ils l'ont dans le chat. Physiquement, qu'est-ce que j'ai de souvenir de lui? Il arrive en solitaire de l'arrivée qu'il gagne au Tour de France, il arrive en solitaire. C'était une étape entre attends, je regarde, c'était entre Saint-Maine-le-Grand et Lorient. Il arrive en solitaire à Lorient, il bat Ke Vaugondi? non, il bat Kjell Karlström, Patrice Algan et d'ailleurs Robbie McEwen règle le sprint, devant Daniele Benatti, C'est Eric pas Zabel et Vaugondi, cetera. c'est qui Non, ce gars d'AG2R? c'est pas Vaugondi. Je sais pas ce que je peux te dire de plus, hein, mais dans le chat, Tout le monde là beaucoup dans ont le eu. chat? Il termine sa carrière en 2011. Il est passé Calzati! Sylvain Calzati! Calzati. Ah bien joué, Sylvain putain, après il a une Calzati. entreprise de nettoyage après sa carrière. Oui, bah, bon ça écoute, j'allais le dire, Pamplemousse qui me dit: «Il a été à On la voit les Sky». limites de Robin sans l'aide de Joseph. Il est passé à la Sky en 2010, je m'en souvenais Ah absolument ouais. pas et il gagne une belle étape en solitaire sur le Tour, l'époque de la grande AG2R Bravo le chat en tout de cas. Christophe Moreau et de Cyril Dessel. Je regarde le premier qu'il a trouvé, c'est Tim.
Ouais, je crois que c'est Tim, ouais. Bravo J'avais à regardé toi. aussi, Tim l'a trouvé assez vite, hein. Tim l'a Ouais, trouvé ouais. assez Eh, vite. j'ai fait tous les gars d'HD2R, hein. Ah ouais, bizarrement, je l'ai en tête ce gars-là. Je pensais que tu le Après trouverais Tim, plus il l'a vite. remis parce que comme comme personne trouvait, il l'a remis une deuxième fois. Il y avait toujours personne qui l'avait Le et problème, c'est que après je ça pouvais a commencé à être pas trouvé par d'autres. j'avais vu que le Tim l'avait, mais je pouvais pas le dire. Je laissais les gens jouer un peu quand même aussi dans Ouais, le tu as chat. bien fait, tu as bien fait. C'est beau. Eh ben, je te laisse finir, Robin, Ah, c'est moi qui dois dire au revoir, c'est vrai ça. présentateur du jour. Non, bah, merci, merci à tous d'avoir été avec nous, les rouleurs. On a fait encore une bien belle émission, même si Joseph nous a manqué. Ce qui est beau, c'est que regardez, vous voyez la photo de Joseph au milieu et il m'a rapporté ce que j'attendais, quoi. Il t'a rapporté le colis. Il est déménageur, Exactement. et livreur en plus. Il a fait le boulot. Nous, on se retrouve, bah, demain à la même heure, les amis, sur Twitch pour débriefer, peut-être le sprint, peut-être pas, on verra. En tout cas, on continuera de passer un bon moment ensemble, donc soyez là, même s'il y a plus de montagne et même si le suspense pour le maillot jaune, s'est un peu évaporé aujourd'hui, même complètement évaporé. Pour ceux qui sont un peu plus matinaux, évidemment, on est tous les matins à 11 heures sur Winamax TV pour, parler un petit peu des bonnes cotes à prendre, voilà. Si vous avez quelques euros à placer, vous pouvez nous regarder là-bas aussi. Donc, bah, bonne soirée à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Et on se retrouve demain à 11 heures, puis à 19 heures. Ciao les rouleurs. Salut les gars, merci beaucoup. À demain. Six, 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 six.